Bienvenue à cette nouvelle table ronde autour de la transition énergétique au Pays Basque depuis ce magnifique bâtiment de l'Arquinova à Anglette. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour Laetitia. Vous êtes le chef d'agence de Sud-Ouest Pays Basque et alors aujourd'hui on se propulse dans la ville du futur, dans la ville intelligente que l'on appelle Smart City. Alors est-ce que c'est un concept applicable au Pays Basque? Avant de passer la parole à nos invités, Pierre, je vais vous demander déjà, ça veut dire quoi Smart City? Oui, alors c'est une définition bien compliquée à donner, mais on va dire que c'est une ville qui répond aux besoins de la population tout en préservant ses ressources, son environnement. On va dire que c'est des termes à la mode et qui rassemblent effectivement les gens qui sont autour de cette table. Et en visio, ça me permet de faire la transition avec Lucille Hoffman qui est avec nous depuis son bureau à distance. Merci d'être là. Vous êtes la directrice de la connectivité chez Engie. Nous avons Gilles Pijaudier-Cabot, bonjour, directeur exécutif E2S à l'université Pau Pays de l'Adour. Imed Robana, vous êtes directeur général du COL, le Comité ouvrier au logement, un bailleur social. Bonjour. Et Céline Vautrel, vous êtes la nouvelle directrice territoriale d'Enedis. Alors quand on parle du futur, de la ville du futur, on peut imaginer nos jeunes, nos enfants déambuler dans une grande ville ultra lumineuse, ultra connectée. Est-ce que c'est très écolo? On va rapidement en parler. Gilles Pijaudier-Cabot, vos étudiants sont-ils soucieux des questions environnementales? Je pense que oui. Et comment est-ce que vous l'observez? Oui, effectivement, nos étudiants ont une sensibilité à l'environnement dans lequel ils vont vivre qui est, je dirais, probablement beaucoup plus importante que la nôtre. Une expérience. Nous avons organisé, il y a 2 ans de cela, ce qu'on a appelé un défi étudiant. Le principe était de réunir les étudiants et de leur demander d'imaginer le campus de demain. C'était à eux de choisir leur projet, c'était à eux de leur choisir le sujet, et l'université se proposait de financer les 3 meilleurs sujets et les 3 meilleurs projets, et donc de réaliser ce que les étudiants avaient imaginé. Bien, je peux vous garantir que parmi tous les projets, il y en a une dizaine qui ont été élaborés, alors ça s'est déroulé autour de 24 heures, c'était en même temps un événement un peu festif, mais tous les projets touchaient à la solidarité étudiante, à la préservation de l'environnement, à la préservation de l'énergie, à la mobilité, bref, à tout ce qui constitue finalement, ou ce qui devrait constituer dans le futur la Smart City de demain. C'est pas si étonnant finalement, hein. On la sent, on la voit, cette jeunesse manifester pour le climat. On sait que maintenant, les jeunes qui rentrent dans les grandes écoles cherchent plus à atteindre des professions dans des organisations pour le développement durable plutôt qu'à devenir des hauts fonctionnaires. C'est une tendance forte au niveau des étudiants. Mais je dirais que ce n'est pas tellement une tendance forte au niveau de leur métier futur, c'est une tendance beaucoup plus forte en termes de conviction personnelle. Et c'est ça qui est important finalement. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire changer les choses, par conviction. Et pas peut-être forcément dans le métier du futur qui, force est de constater, vous citiez l'exemple des objets connectés, ne sera pas forcément, effectivement, source de bien pour l'environnement. En attendant que les étudiants entrent dans la vie active pour mettre tous leurs projets à terme, on va rejoindre Lucille Hoffman d'Engie qui avec son entreprise, concrètement, met des mesures de Smart City en place, on va dire. Avec l'exemple d'Angers, vous avez répondu à un marché global de perfection énergétique, c'est bien comme ça que l'on dit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous. Merci de me recevoir, même à distance. Je suis vraiment navrée de ne pas être avec vous. J'aurais bien aimé être avec vous. Alors peut-être juste quand même un petit mot sur Engie, parce que Engie, on le connaît, et puis finalement, on ne le connaît pas tant que ça. Alors Engie, c'est un des leaders des énergies bas carbone et des services, un leader mondial. Et on a pour raison d'être, en fait, maintenant, d'accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Et parlant particulièrement des territoires et des villes, effectivement, notre volonté, c'est de proposer des solutions qui vont permettre à ces territoires et à ces villes
d'accélérer leur transition par la mise en œuvre d'un certain nombre d'infrastructures connectées, bien sûr, mais pas que, aussi des infrastructures énergétiques. Et effectivement, on a gagné en novembre 2019 ce qu'on appelle un contrat global de performance sur la communauté, enfin la métropole d'Angers-Loire Métropole, ALM, qui est un des premiers exemples, avec Dijon avant Angers, mais bon, c'est un petit peu différent de ce qui s'est passé à Dijon. Parce que la volonté de la collectivité, c'était vraiment, son objectif premier, c'était d'accélérer sa transition énergétique et écologique. Comment, et pour faire dans le cahier des charges, qu'est-ce qu'on vous demande finalement? Ouais, qu'est-ce qu'on nous a demandé? D'où arriver? Et où on est arrivé? Alors, le marché d'Angers, ça comprend 9 thématiques de services urbains. Il y a, je vais vous les citer tous, si vous le permettez. Donc, il y a l'éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, le stationnement, les bâtiments, la prévention sécurité, les déchets, les espaces verts, l'eau et l'assainissement et la santé. C'est vrai que l'éclairage public, parfois, ça semble un peu anecdotique quand on en parle et quand on dit bon, on éteint le soir. C'est 40% de la facture énergétique d'une commune. Effectivement, en moyenne, pour une commune, n'importe quelle commune, on dit que effectivement l'éclairage public c'est 40% de la facture énergétique de la commune. Donc ça n'est pas anecdotique et on peut, sur la base de l'éclairage public, travailler à la mise en œuvre d'un territoire intelligent qui permettra à la collectivité de gagner des ressources sur son éclairage public pour les réinvestir utilement dans d'autres services urbains et dans d'autres manières de gérer les services urbains. Alors bien sûr, ça repose sur 2 piliers essentiels, c'est le renouvellement des infrastructures avec certaines infrastructures connectées et la mise en place d'un cœur numérique qui va servir à faire venir les données, les mettre dans un grand agrégateur de données pour ensuite les exploiter au mieux et créer des nouveaux services plus à même de répondre à ces enjeux de transition énergétique et écologique. Donc ça va être par exemple effectivement, bien évidemment, alors l'éclairage, c'est j'allais dire le cas le plus simple, l'éclairage connecté qui va s'allumer au besoin plutôt que d'être allumé tout le temps, bien sûr, mais ça va être aussi de l'aide au stationnement des voitures qui va permettre une dépollution locale puisqu'on mettra moins de temps à chercher une place dans la zone urbaine. Alors, ça va justement, être aussi... je vous interromps juste un instant parce que parfois c'est vrai qu'on parle beaucoup de progrès, de confort, etc. Et évidemment on peut y atteindre, mais tout à l'heure je me suis garée à Bayonne, juste à côté d'ici. Il se trouve que quand on arrive, on a une borne qui fait le décompte des 30 minutes gratuites en fait, auxquelles on a droit. Est-ce qu'à un moment donné aussi, c'est un peu le frein de ces progrès-là, c'est-à-dire qu'on est aussi un peu plus surveillé, un peu plus, on fait un peu moins confiance aux gens finalement? Moi, je le traduis pas comme ça. Je pense qu'effectivement, c'est une aide au bien-être collectif dans un environnement urbain qui est de toute façon très contraint. Là, on n'est pas sur de la donnée personnelle, on ne vous prend pas votre plaque, on ne vous prend pas en photo, c'est juste une indication qui vous permet d'aller trouver une place rapidement dans un parking ou sur la chaussée, là où on sait qu'il y a de la place, parce qu'il y a des capteurs qui montrent que cette place-là est libre. Donc, j'allais dire, sur la vie privée, ça n'intervient pas. On cherche à nous responsabiliser davantage. C'est ça aussi, la ville du futur. Oui, vraiment. Et je pense que chaque territoire doit vraiment s'interroger sur les besoins de sa population, sur les besoins de la collectivité, parce que finalement, un territoire intelligent, c'est un ensemble de briques qu'on va mettre en place pour répondre à ces besoins et répondre à ces problématiques très précises finalement d'un territoire. Angers avait les siennes, Bayonne aura les siennes, Dijon a les siennes et les autres villes qui réfléchissent aussi à cette intelligence territoriale ont leurs propres besoins et leurs propres objectifs. Céline Vautrel, une ville intelligente, malgré tout, peut rester une ville libre? Comment vous pensez chez Enedis? Une ville intelligente, c'est une ville à la fois
à la fois plus engagées sur le plan écologique, mais aussi plus solidaires et dans lesquelles les citoyens, qu'ils soient des consommateurs directement, des particuliers ou qu'ils soient des entreprises, soient acteurs aussi de pouvoir consommer autrement et être plus libres aussi en effet dans leur choix et contribuer à leur façon aux enjeux de société. Donc c'est aussi une ville dans laquelle on peut être plus libre. Comment rassurer les gens justement par rapport à tout ce qu'on se dit, les capteurs, là ça fait peur, on va nous contrôler, c'est Big Brother, comment les rassurer? Alors, je pense que la meilleure façon de rassurer les gens, c'est d'apporter des éléments de preuve. Des éléments de preuve sur le fait qu'on peut apporter des services nouveaux, notamment à partir de données mises à disposition, parce qu'on n'a pas parlé du mot données, mais aujourd'hui une ville intelligente, c'est aussi une ville qui sait se nourrir de toutes les informations qui peuvent lui être apportées pour optimiser, mieux gérer, éclairer la décision, au service justement du plus écologique et du mieux vivre ensemble. Donc ce n'est pas un sujet du tout qui doit faire peur, c'est un sujet qui doit être éclairé pour expliquer en quoi ces informations, elles sont sécurisées, elles sont anonymisées, elles ne sont pas intrusives sur la vie personnelle et elles sont mises au bénéfice de la collectivité, mais aussi au bénéfice des consommateurs eux-mêmes. Là, vous parlez de Linky, par exemple. Par exemple, en ce qui concerne Enedis, bien entendu... Vous comprenez que ça a été décrié, ce procédé en fait, qui permet aux gens, certes, de comprendre leur consommation, mais d'un autre côté, de donner de la donnée? Alors, on ne donne pas de la donnée, en fait. On utilise un compteur communicant, pour faire en sorte que celui qui en est propriétaire, c'est-à-dire le client lui-même, puisse les utiliser s'il le souhaite. S'il ne le souhaite pas, il ne les utilise pas. Et à ce moment-là, les usages sont exactement les mêmes que précédemment, mais aussi puissent être utilisés sous un format à nouveau qui est à la fois sécurisé et respectueux des libertés individuelles pour servir la transition écologique. Et ça, c'est d'autant plus important pour nous que nous le faisons dans le cadre d'une mission de service public et dans un cadre qui est parfaitement encadré et au service d'un objectif qui est la transition écologique. Donc tout ça, en effet, vous avez raison de le souligner, ça doit être réaffirmé, réexpliqué pour rassurer les gens. Quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez aujourd'hui, sur lesquels vous misez ici dans le Pays Basque? Alors, rappelons qu'Enedis, en fait, on distribue l'électricité sur... Enedis, oui. On distribue l'électricité sur l'ensemble des Pays Basques, sur 95% du territoire français et sur l'ensemble du Pays Basque. Et on le fait donc dans le cadre d'une mission de service public. Donc notre vocation, c'est à la fois d'utiliser les leviers technologiques, développer un réseau toujours plus intelligent, toujours plus connecté, pour accompagner l'évolution des usages électriques, parce que la transition écologique, la Smart City, c'est accueillir plus d'énergie renouvelable, c'est accompagner le développement de la mobilité électrique, c'est permettre de mieux maîtriser ses consommations. Donc ça nécessite un réseau qui soit développé pour ça. Et c'est aussi un levier humain, puisque notre vocation, c'est d'être présent dans le territoire, au plus proche des projets pour les accompagner. Donc les projets, il y en a beaucoup dans les territoires et dans les Pyrénées-Basques. Biarritz, vous avez aussi un projet, on en parlait dans une autre table ronde avec le connecteur fait par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Vous, qu'est-ce que vous proposez sur Biarritz? Quelles études vous faites? Alors Biarritz, concrètement, nous avons équipé avec des compteurs Linky, 320 compteurs aujourd'hui équipent l'ensemble des bâtiments de la ville. Et une plateforme a été développée avec une start-up locale qui permet à la ville, tous les jours, de suivre et de comparer les données de consommation de chacun de ces bâtiments. L'objectif étant de mieux maîtriser les consommations et de contribuer à rejeter moins de CO2, mais aussi à faire baisser les factures des services publics. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qui était fait avec Biarritz, mais on peut en citer d'autres, avec le syndicat d'électricité des Pyrénées-Atlantiques. Tout à l'heure, on évoquait l'éclairage public, mais ça prend forme ici concrètement. À Saint-Pierre-d'Irube, aujourd'hui, un éclairage public intelligent est mis en place, donc avec l'accompagnement du syndicat d'électricité, pour que l'éclairage soit mis à disposition quand on en a besoin, et rien que quand on en a besoin. Et ça permet à la fois de réduire en effet les consommations, mais aussi de réduire les nuisances sur la faune. Et c'est une belle illustration pour montrer qu'il y a la Smart City, mais ce n'est pas que les villes intelligentes, c'est les villages intelligents, c'est les territoires intelligents. Donc ce concept-là, on peut l'élargir à l'ensemble du territoire du Pays Basque. Il n'a pas de frontières. Exactement. Finalement. Exactement.
Alors, ce qui est aussi passionnant quand on s'intéresse à la transition énergétique et à la Smart City, c'est la place de l'humain qui revient au cœur du procédé et des préoccupations. Imed Robana, vous donc représentez le comité ouvrier du logement, qu'on appelle ici le COL. Vous avez de très beaux exemples de ces bâtiments éco-construits, construits ensemble. Il y a toute cette enveloppe sociale et solidaire avec la transition énergétique. Effectivement, la Smart City, c'est une intelligence à l'échelle d'un territoire, d'une ville. Nous, on essaie de travailler à l'échelle d'une intelligence collective, à l'échelle d'une résidence, d'un quartier, en fait. Donc, c'est des échelles un peu différentes. Voilà, donc il y a cette intelligence qui est une intelligence humaine, avant tout, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut que la technologie, le numérique soit au service de l'humain, et comment la ville de demain doit être une ville humaine. Mais effectivement, toutes ces technologies vont permettre de pouvoir, notre public, ce sont des personnes qui ont des revenus modestes ou moyens, et donc tout ce qui est économie d'énergie, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le défi que l'on a aujourd'hui, c'est d'arriver en même temps à sauver la planète, mais aussi à permettre à des gens qui ont des revenus modestes à pouvoir se loger dans des conditions raisonnables. Et alors, comment faites-vous justement pour proposer des logements à ces gens qui ont des revenus modestes ? C'est toute la quadrature du cercle et la problématique. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur un dispositif qui est assez nouveau, qui est assez révolutionnaire presque au niveau du Pays Basque, qui s'appelle le bail réel solidaire, l'organisme foncier solidaire, qui va permettre justement de pouvoir franchir cette marche indispensable de cette transition énergétique, écologique, etc., et tout en ayant des prix des logements qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc on fait appel un peu... Ça coûte pas cher ? Ou ça veut dire qu'il y a des gens qui financent ? Non, ça veut dire qu'il y a un dispositif qui est porté par un organisme qui est sans but lucratif, qui fait appel à des prêts de très long terme auprès de la Caisse des dépôts, à la Banque des Territoires, qui est une banque publique, et qui permet de lisser en fait, le prix du foncier sur une très longue durée, ce qui fait qu'on peut surinvestir un peu au niveau notamment tout ce qui est énergétique pour que les personnes fassent des économies, mais que l'investissement soit aussi acceptable. Voilà, alors, il y a aussi une façon de se projeter dans son habitat qui change, puisque vous proposez que tout le monde puisse se mettre autour d'une table et décider du logement dans lequel il a envie de vivre. Et vous proposez ces logements qui sont très collaboratifs, où on va avoir une perceuse pour plusieurs habitations, on va partager son jardin et ses tomates. Vous proposez tout ça ? Oui, alors c'est vrai que le COL est un peu pionnier, on peut le dire, au niveau national, au niveau de l'habitat participatif. Ça s'appelle l'habitat participatif. C'est comment créer justement des écosystèmes qui favorisent l'intelligence collective, le lien social. Ensemble, on est plus fort et surtout, on fait beaucoup d'économies. Aujourd'hui, c'est absurde de se dire on a 20 ou 40 logements, 20 perceuses, c'est idiot en fait. D'où la mutualisation. On a souvent dans ce type de projet des ateliers de bricolage, une intelligence pour pouvoir gérer. Et donc vous accompagnez du début, c'est-à-dire quand, je ne sais pas comment ça se passe, c'est une commune qui vient vous voir, des gens qui ont envie de créer ces habitats participatifs, comment ça se passe ? Il y a plusieurs manières de faire en fait. Le premier projet qu'on a livré, pour lequel on a maintenant 5 ans de recul, qui est assez extraordinaire, c'est un projet qui est à Bayonne. Tout à l'heure, il y avait Martine Bizotta qui était aussi à l'origine de ce projet. Donc un grand quartier avec plusieurs maisons qui partagent des jardins. Un immeuble, 2 immeubles en fait, dans lesquels il y a des personnes qui sont intelligentes ensemble et qui du coup font des économies en étant intelligentes ensemble en fait. Je pense qu'aujourd'hui il faut miser sur cette intelligence et c'est pour ça que le COL est très engagé. On a beaucoup de projets, des projets à l'initiative de collectivités, des projets à l'initiative de groupes d'habitants, des projets à l'initiative du COL parce qu'on pense aujourd'hui que le chacun pour soi et deux pour tous, il faut absolument qu'on en sorte, il faut vraiment qu'on trouve des solidarités. Et donc, le fait d'être ensemble, psychologiquement, même quand on connaît nos voisins, le bruit des enfants, on ne l'entend pas avec la même manière, en fait. Voilà, donc on recrée les ambiances des villages d'avant où les gens se connaissaient. Alors, c'est la vraie vie, les frottements, ça existe. Voilà, mais il y a quand même cette intelligence. Ce paradoxe de ville du futur et en même temps, finalement, où on retourne aux essentiels. Voilà, je pense que le futur, c'est comment revoir le passé pour
prendre tout ce qui est bon dans le passé et ne pas faire une table rase du passé. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. À l'université, Monsieur Pijaudier-Cabot, on est aussi dans le vivre ensemble. Beaucoup de jeunes cohabitent dans une même unité de lieu. Comment l'université aussi se transforme par rapport à ces évolutions et comment finalement elle devient aussi un acteur des responsabilités sociétales? Tout d'abord, parce que effectivement, on parlait tout à l'heure, on disait la Smart City, c'est une ville intelligente. La position d'une université, qu'on sera en droit d'attendre d'une université dans ce dispositif-là, c'est d'être un accélérateur d'intelligence. Mais ça, je n'irai pas jusqu'à dire, pour nous, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et ça a été l'objet de la transformation de l'université depuis ces 4 dernières années. L'idée étant de faire en sorte que, avec les transitions, s'accompagne aujourd'hui la notion, s'accompagne des notions comme la responsabilité sociétale. On parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises. Je pense qu'il faut aussi parler des responsabilités sociétales de l'université. Nous en parlons. Et comment nous avons abordé ce problème-là? Eh bien, on s'est dit, il faut donner à l'université un sens qui soit un sens compris et compréhensible par tout le monde. Donc on a défini les actions de l'université, non pas en termes disciplinaires, comme on a l'habitude de voir, mon fils fait une licence de mathématiques, ma fille fait un master en économie, mais des missions, et il y en a 5 à l'université, et il y en a 2 au moins qui sont centrales dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. La première, c'est de l'organisation de la subsidiarité énergétique des territoires, c'est-à-dire mieux produire l'énergie sur un territoire, en regardant le profil d'un territoire. Et la deuxième, qu'on imagine assez directement aussi, c'est imaginer les villes du futur. Quelles seront les villes du futur? Alors, une fois qu'on a dit ça, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'un enseignant-chercheur, aujourd'hui, ne va plus se définir en étant, moi je suis professeur de génie civil, mais il ne va plus se définir comme ça. Mon métier, c'est d'avancer dans l'organisation de la subsidiarité énergétique du territoire. Et ça devient complètement différent. Ça devient complètement différent. Les étudiants sont réceptifs à cette évolution? C'est une transformation. C'est une transformation que l'on engage, qu'on a engagée depuis 4 ans, et que l'on a encore au moins 5-6 ans pour arriver à la posséder complètement. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous emmenons avec nous, et c'était ça aussi l'objet, tout un réseau de partenaires industriels, tout un réseau de collectivités. Ce qui veut dire que cette transformation, elle résonne. Elle résonne dans le territoire, elle résonne dans la société. Et du coup, on développe ensemble des projets. On développe de plus en plus de projets. Mais c'est-à-dire qu'au sein même de l'université, vous êtes aussi exemplaire devant ces étudiants. C'est-à-dire que vous faites attention à l'usage du papier, à l'usage du chauffage, je ne sais pas. Le plus possible. Le plus possible. Donc ça veut dire que vous avez des difficultés quand même. Ça veut dire qu'on a, un peu comme partout, des passoires énergétiques à l'université. Il ne faudrait pas se le cacher, parce que si un jour vous voyez les bâtiments de l'université, vous allez me dire, il nous a menti. Donc non, il y a des passoires énergétiques, mais ça veut dire aussi qu'on nous aide. L'université vient d'obtenir des fonds pour rénover. Mais ce n'est pas une priorité, oui. C'est pas comme ça que vous le ressentez? Moi, je pense qu'il faut le ressentir. La transition énergétique, c'est une histoire de développement pour les générations futures. Les générations futures, les bâtiments de l'université, à la limite, dans 50 ans, s'ils n'existent plus, ce n'est pas bien grave. Donc, les générations, elles seront là. C'est avant tout de l'humain dont il faut s'occuper, et pas tellement des conditions qui nous permettent de travailler le mieux. On va retrouver Madame Hoffmann, qui doit nous suivre à distance. Je voulais voir avec elle, on parlait, elle citait l'exemple d'Angers, qui est une métropole, on va dire, à peu près de 300 000 habitants. 300 000 habitants, c'est la population du Pays Basque, à quelques-uns près. Est-ce qu'on peut calquer un cahier des charges tel que vous le respectez, on va dire, à Angers, sur un territoire plus diffus de 158 communes comme le Pays Basque? Oui, bien sûr. J'allais dire, comme le disait la personne d'Enedis tout à l'heure, je pense que l'intelligence, moi j'aime pas bien parler de territoire intelligent ou de ville intelligente parce que je sais pas vraiment ce que c'est et ça présupposerait quelque part qu'avant ces territoires et ces villes étaient bêtes quelque part. Or, c'est pas le cas. C'était une autre forme d'intelligence avec d'autres moyens
Et donc, on est dans une nouvelle ère, il y a des nouveaux moyens et des nouvelles choses à mettre en place. Et donc, je pense que, enfin, je préfère parler d'intelligence territoriale parce que je pense qu'effectivement, c'est possible à toute échelle. Et c'est pour ça également, je vous disais tout à l'heure, on est en phase de briques. Ces briques, c'est comme un Lego quelque part que les collectivités vont mettre en place en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs propres, et avec effectivement cette dimension qui a déjà été abordée de l'humain au cœur. Parce que tout ça, c'est quand même pour le bien-être et pour qu'on vive mieux sur nos territoires plus longtemps, dans un respect de la nature et de l'environnement qui fera que la planète Terre vivra plus longtemps et mieux. Donc, je pense effectivement que les solutions sont adaptables à différentes échelles. C'est aussi ce que vous pensez, Madame Vautrel, le Pays Basque Smart City, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est complètement utopique? Non, c'est pas du tout utopique. J'ai donné tout à l'heure un exemple, et j'en aurai d'autres. J'en aurai d'autres pour montrer qu'en fait, à la maille d'un espace réduit, on peut imaginer des systèmes en matière énergétique où on puisse produire, consommer ce qu'on produit, responsabiliser les habitants, les citoyens autour des enjeux d'économie d'énergie. Pas très loin d'ici, on a un exemple à Ponson-de-Boutz, par exemple, où ce système-là a été mis en place par le village, pour le village, et où ça permet aussi de transformer les comportements de tous les gens, de tous les villageois qui le composent. Donc ces exemples-là, ils existent aujourd'hui et ils montrent vraiment des signes très, très positifs. On peut avoir de l'espoir, vraiment. Après, il faut aussi être connecté. Est-ce que le territoire l'est suffisamment? Là, je parle de côté pratique de haut débit. Ah oui. Oui, il faut être connecté et il faut d'abord rester connecté au réseau d'électricité si on parle d'énergie, puisque produire des énergies renouvelables, c'est aussi pouvoir avoir de l'électricité à disposition quand il ne fait pas du soleil et qu'on ne produit pas d'électricité photovoltaïque, par exemple. Donc c'est une connexion aussi au réseau d'électricité. On n'est pas en complète autonomie. Et puis ça veut dire pouvoir utiliser en effet les technologies et les informations à disposition. Mais là aussi, je pense que des progrès sont faits et que c'est à la portée aujourd'hui ou demain, vraiment tout de suite à la portée de tous dans le territoire. Vous commenciez à en parler tout à l'heure, la question des transports au sein d'une smart city, évidemment, déjà au sein d'une ville non intelligente comme celle, l'idée nous était soumise tout à l'heure, c'est important. Comment les transports pourraient se développer selon vous dans ces villes du futur? Alors c'est vrai que quand on parlait de consommer autrement, il faut aussi parler de se déplacer autrement. Le transport, c'est le premier secteur en termes d'émissions de CO2. Donc c'est absolument essentiel de trouver des modes de déplacement qui soient plus respectueux des enjeux écologiques. Donc comment on fait? On fait en travaillant sur la mobilité électrique. L'électricité étant la chance d'être une énergie bas carbone, c'est une solution qui se déploie énormément. Donc Enedis, on est en appui, en accompagnement pour raccorder les bornes de recharge des véhicules électriques. Et ça, aujourd'hui, à la maille du Pays Basque, on a plus de points de recharge que de véhicules électriques. Donc on voit globalement, le système il est bien établi. L'enjeu demain, c'est d'aller plus loin et de veiller à ce qu'en résidentiel collectif, dans les résidences, en accompagnement des bailleurs sociaux, par exemple, on puisse aussi faire en sorte que tout le monde puisse, chez lui, dans le parking, parce que c'est pas simple, il faut tirer une grande rallonge si on est garé sur le parking et qu'il faut monter son appartement. Est-ce qu'on peut imaginer, Monsieur Robana, dans les prochaines résidences que vous allez construire, y compris pour toutes les catégories de population, d'avoir des bornes électriques pour que les voitures puissent se recharger dans les garages collectifs que l'on a dans les résidences? Je pense que c'est une évolution de toute façon qui est en route en fait. Et vous dire que cette intelligence collective fait non seulement des recharges, mais aussi comment utiliser aussi une voiture pour plusieurs plutôt que chacun ait sa voiture en fait. Donc c'est vrai que c'est une somme de... Vaste programme. Voilà, c'est un vaste programme, mais ça marche. Ça marche. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos débats sur la transition énergétique au Pays Basque sur sudouest.fr.